Vous reconnaissez les tables, les sièges. Vous reconnaissez les couleurs, les photos sur les murs. Aujourd'hui, après 18 mois rythmés par la peur, l'inconnu, les doutes et les incertitudes, la Poker Room de Gujan-Mestras n'accueille toujours pas de tournoi. La faute à une législation compliquée et plus encore à un virus qui n'en finit pas d'avoir des variants et les problèmes qui vont avec. Alors, pour comprendre la grande histoire que nous sommes en train de vivre, penchons-nous d'abord sur la petite, celle d'un monde de jeu et de plaisir, un monde de fêtes, de partage et de passion, un monde où le garagiste discute avec le chanteur à succès, où l'entrepreneur richissime trinque avec le jeune diplômé aux dents longues. Le poker est un univers immense dans sa diversité, et après 18 mois interminables, il est temps de faire un bilan sur une situation inédite, une crise sanitaire majeure qui a mis nos passions en sommeil et pose une seule question. Que reste-t-il après la nuit ? Nous sommes en guerre. Alors, quand le premier confinement est annoncé, comment je vis ça ? Chronologiquement, déjà, cette crise, elle n'a pas commencé à l'annonce de Macron. Elle a commencé quand on était au WPT Deep Stacks à Paris, à Porte-Maillot, avec le club Pierre Charon, et que on avait, nous, déjà des prémices de ce qui se passait en dehors de la France. J'étais toujours bien au courant de ce qui se passait en Asie, puisqu'on est un tour global, et donc je voyais un peu ce qui arrivait de l'Asie, et c'était pas de bonne augure. La première impression, c'est qu'on court dans une catastrophe. Catastrophe parce que on n'était pas prêt pour ça. Mais moi, c'est pour mon premier réflexe, évidemment, très égoïstement, j'ai pensé à mon métier. Et je me dis, mais nous aussi. Et quand t'as un gamin, tu penses tout de suite, il va bouffer comment, lui? Depuis quelques mois, je suis en train d'essayer de préparer mon retour, mais dans le poker, mais pas là où on m'attend. De l'autre côté de la barrière. Et je suis en négociation avec quelques casinos pour créer une offre poker. À ce moment-là, on est quasiment en train de trouver un accord avec certains. Et j'ai aucune idée du tunnel dans lequel on est en train de rentrer. Ici, on réalise le 5 mars, donc ça veut dire 9 jours avant la fermeture complète. On fait l'inauguration officielle, sachant que le club a été ouvert le 9 septembre. On fait l'ouverture officielle le 5 mars ici à Paris. Et le 14 mars, effectivement, voilà, c'est déclaration, fermeture de tous les établissements ERP. Oui, bah c'est très compliqué au niveau personnel parce que on vit notre métier. On sait que ça va être un impact énorme. C'est une chose qui est inhabituelle, donc inconfortable. Et voilà, donc on se dit qu'est-ce qui nous arrive, quoi. Le ciel nous tombe sur la tête. Je pense que ce qui s'appliquait à ce moment-là, c'était un principe de précaution. On savait pas du tout ce qui nous attendait, à quoi on se mesurait. On nous parle d'un virus, de tout ça. Et puis c'est vraiment là ce qui a changé les choses, c'est quand c'est l'OMS qui a déclaré que c'était une pandémie. Et là, d'un point de vue personnel, j'ai pris des dispositions pour que ma mère puisse me retrouver, que voilà, il y a tout un contexte quand je vivais en Angleterre. C'est une pandémie à l'orée du Brexit. Enfin, il se passait beaucoup de choses et on savait pas un peu ce qui allait se passer. Donc on nous dit bon bah voilà, faut faire les gestes barrières, etc. Mais quand on nous annonce qu'on est confiné chez soi, là c'est complètement autre chose. C'est du jamais vu. Je me dis que ça va pas changer ma vie telle que je la vis, quoi. Dans le sens où moi, ma vie, c'est d'être dans mon bureau, de jouer au poker, de streamer. Et je la passe pas à l'extérieur. Je travaille à domicile déjà. Donc ma première impression, c'est que ça va pas changer grand-chose pour moi.
on vit principalement en tant que joueur professionnel de poker et coach dans une dimension online. On est très souvent sur nos ordinateurs. Donc, l'impact du Covid direct dans mon quotidien, finalement, il est assez minime, à part effectivement toutes les informations qu'on peut avoir au niveau des médias. Alors moi, c'était un petit peu différent parce que pour le tout premier confinement, j'ai été pas mal à Londres. Donc, il n'y a pas eu de confinement tout de suite, moi, parce qu'il y avait Johnson qui avait décidé au tout début de laisser en fait l'épidémie flamber, et il s'est ravisé après. Donc, du coup, je l'ai pas vécu exactement comme ce que les Français ont dû voir, je pense. Le premier confinement, c'est un peu un choc les premiers jours parce que moi, je suis quelqu'un de très actif professionnellement. Je travaille au moins 6 jours sur 7. Avec des plages horaires très larges, et d'un seul coup tout s'arrête. Donc c'est vraiment très violent, c'est un changement de rythme radical, et pourtant assez vite je m'y fais. Et comme je disais, moi qui suis assez actif, ça me déplaît pas de faire une petite parenthèse, de faire une petite pause. Et moi je suis persuadée qu'en France on va pas connaître ça. Même si ça se prépare, même si tout le monde en parle, moi je suis persuadée, j'arrêtais pas de dire à mes collègues, mais non, les Français, jamais on va nous fermer les portes, jamais, c'est pas possible, le Français il est révolutionnaire, il va se battre et tout, non, jamais, jamais on sera confiné. Et ben si. En fin de compte, tu comprends pas parce que c'est très rapide, t'es là, tu bosses, t'es dans ton rythme de travail, c'est un travail difficile, hein, travailler dans les clubs ou dans les casinos, c'est quelque chose de dur, c'est une vie qui est à part. Faut aimer. Si t'aimes pas ce métier, c'est pas la peine de le faire. C'est quelque chose de compliqué. Tu vis dans un système, tu vis ensemble dans un groupe. En fin de compte, tu retrouves tes collègues, tu vis plus le travail que la maison, faut pas mentir. Et là, d'un seul coup, tout s'arrête. Là, on va te dire non, tu travailles plus. Nous sommes en guerre. Mais au départ, j'ai des problèmes parce que mon téléphone ne sonnait plus. Donc, il n'y avait plus de réservation. On ne pouvait pas répondre aux clients. Ensuite, les habitudes de se coucher à minuit, 1h du matin, rentrer à minuit, 1h du matin à l'hôtel, il fallait se regarder des films à la télé. Et il y a toute ma vie qui a été transformée. Et nous, on vend essentiellement dans les points presse, notamment les gares, les aéroports, les gros points presse nationaux. Et puis ils sont fermés carrément, donc on les diffuse plus. Personne n'est dans la rue, personne t'achète, donc on diffuse qu'aux abonnés. Ensuite on diffuse aussi auprès des casinos, on diffuse plus non plus, ils sont fermés. Donc tu te dis qui va me lire, donc tu sors ta version électronique, tu la diffuses le maximum, t'essayes de la financer aussi. Puis tout le monde te dit oui, mais t'es mal parce que t'as plus de pub, etc. Non, c'est pas à cause de ça, t'es mal parce que t'es moins lu. Et c'est ça qui est emmerdant. C'est quelque chose de nouveau, donc généralement quand c'est quelque chose de nouveau, on est bizarrement un peu à la fois excité, mais aussi on était tous un peu apeurés de la situation, mais il y a un côté, ok, les 2 premières semaines étaient un peu fun, genre ok c'est marrant, on applaudit les personnes des services des hôpitaux à 20h, il y avait une bonne entraide et une bonne énergie, du moins au début. Après c'est vrai que ça commençait un peu à titiller et on n'en voyait pas le bout du tunnel. Donc moi, je suis repartie travailler ailleurs, parce que financièrement, c'est pas possible de rester comme ça. Après, d'autres croupiers, je pense notamment aux croupiers de l'Est, pareil, ils ont pas eu le choix, il y a pas d'aide de l'État, il y a rien, donc tu vas au mail quand même, tu oublies le poker, en tout cas momentanément. T'en as d'autres qui grindent, pour les plus chanceux d'entre nous qui y arrivent. Je pense aux Français qui, la plupart sont des gros grinders, donc ils se sont mis au jeu en ligne. Et puis voilà, je pense que la grosse majorité d'entre nous attendent. J'ai entre la première semaine centaines d'appels par jour, c'est pas 200, puis après ça va se calmer. Parce que les gens ils vont se résigner en fin de compte. Ils vont attendre et puis après il va se passer d'autres choses. Les parties privées vont se mettre en route, les gens vont trouver du système pour jouer parce que le grand gagnant c'est Internet. Je pense que les joueurs de poker 80% sont mis sur Internet pendant le confinement. En tant que joueur de poker, forcément, tout le monde l'a vu, ça a explosé. La fréquentation des différentes rooms online, les tournois, c'est honnêtement du jamais vu.
Côté business, depuis le week-end, donc c'est le lundi soir, il parle un lundi soir. Côté business, depuis le samedi, l'annonce de la fermeture des bars-restos. Déjà ça, on est déjà dans le surréalisme. Enfin, pour nous, pour notre époque moderne, on ne sait pas, ça n'existe pas. On a déjà un début de pic. Ça commence déjà depuis le samedi et le dimanche. On voit les chiffres qui ont déjà pris une belle augmentation, mais à ce moment-là, on se dit bon, ah ouais, quand même, ça a mis tout le monde un peu, ça a calmé tout le monde à la maison. Pendant quelques semaines en avril, on a connu des croissances de l'ordre de 200 ou 300% sur le trafic. Voilà. Attention, ça n'a pas duré des mois. C'était quelques semaines, mais encore une fois, voilà un chiffre pour illustrer le fait que globalement c'est une croissance qui est à la fois inédite et unique. Je pense qu'on ne revivra jamais. Sur les inscriptions, de la même manière, on a eu probablement entre 5 et 6 fois plus d'inscriptions sur cette petite période, on va dire, qui se concentre sur le mois d'avril essentiellement, alors qu'il déborde un peu sur mars et sur mai. Pour des ordres d'idées, c'est du plus 50 tout d'un coup. C'est les tournois qui on venait de lancer, on lançait une nouvelle grille, enfin une refonte de la grille de tournois. En se disant bon, voilà, on fait nos prévisions, on se dit est-ce quand même ça va être, faut que ça tienne, on espère. On sait même pas si c'est bien ou pas, parce que ça part sur les chapeaux de roue, les tournois sont remplis, dépassent leur garantie. On voit aussi chez les autres, évidemment, on regarde et on voit toute l'offre de poker, et là on se limite, .fr, table européenne, on voit un truc de malade de partout. Le poker va connaître un nouveau buzz, a déjà connu un nouveau buzz, entre guillemets, une nouvelle tendance, et à nouveau à la mode. Ça avait longtemps, ça faisait peut-être 11-12 ans que ça n'avait pas été aussi gros, que les tournois n'avaient pas été aussi gros. Alors on savait tous que ça allait être un moment énorme. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Poker Academy, on a vu rien que grâce aux abonnements, le nombre explosé dû à l'engouement du poker à nouveau, j'ai envie de dire. Enfin, on voyait des tables, en gros. On retournait en 2010. Il y a plein de fois où je m'étais dit, oh là là, le rêve, imagine-toi, avec notre skill, on retourne en 2010, comme ça serait la folie, etc. Boum, confinement, on retourne en 2010, les mêmes tables et les mêmes enjeux, etc. Je pense que c'était exceptionnel. C'était impressionnant. On s'est rappelé un peu le tout début du poker, donc c'était assez excitant. D'ailleurs, il a fallu un peu calmer certains de mes joueurs qui ne pensaient qu'à jouer. Ils se réveillaient, ils se disaient il faut qu'on joue, parce que en plus, pour l'anecdote, il y en a qui n'ont jamais vécu cette période de début de poker des années 2006, 2005, voire 2010. Donc ils en ont entendu parler par écho des joueurs les plus expérimentés et les plus anciens, et donc du coup ils se sont dit cool, l'Eldorado arrive, on va enfin pouvoir en profiter. Donc il y a eu ce petit côté-là. C'est pas une surprise, parce que je suis suffisamment connaisseur, entre guillemets, ça ne pas prétentieux, mais si j'étais pas connaisseur après toutes ces années passées dans l'industrie, ça serait quand même lamentable. Je suis assez connaisseur du marché et de son évolution pour comprendre dès le début que c'est le poker en ligne qui va être le grand gagnant de cette pandémie. Donc je suis pas du tout surpris de voir des chiffres vertigineux à la hausse. Et on en a débattu justement dans une de tes émissions. Est-ce que les sites ont été à la hauteur de ce flux énorme? Moi, je pense que oui. Ironiquement, et c'est là en fait la chose qui est la plus fortuite en soi, c'est que dans le partenariat qui lie WPT à Party Poker, on avait le projet d'un WPT, un main tour sur Party Poker. Il s'est juste trouvé par simple coïncidence que ça tombe à cette période-là. Il était calé de toute façon dans la roadmap que sur le printemps 2020, on ait un tournoi online majeur et qui soit un tournoi du tour avec le Champions Cup, un titre WPT Champion et tout ça. Maintenant, quand il s'avère qu'il n'y a plus du tout de live et que c'est que le online, c'est clair que le festival online prend une toute autre proportion. Et que finalement, un tournoi main tour va finalement être le début de toute une stratégie et d'un basculement total
bah, tu changes ton fusil d'épaule tout simplement et tu crées un nouveau business model. On a dû s'adapter par rapport à ça. Et effectivement, la particularité qu'on a avec Nutser, c'est qu'on fonctionne principalement en live et on s'est mis du coup aussi à proposer quelque chose online puisque les joueurs étaient dans l'incapacité de pouvoir rejoindre le centre implanté au Cambodge. Donc, il a fallu s'adapter comme tout le monde et on l'a très, très bien fait puisque maintenant, on est devenu leader du marché français sur la formation de poker et je pense que c'est que le début, puisque vu la notoriété qu'on commence à avoir et l'affluence des joueurs qui souhaitent rejoindre la structure, et ben c'est plutôt très positif. Je travaille en partenariat avec PMU sur leur site internet à faire des tournois, à créer, comme avec François, qu'il a créé d'ailleurs des tournois pour les associations, etc., etc. Et on a essayé de travailler là-dessus pour passer notre temps. Il n'y avait pas un moment, il n'y avait pas une série, il n'y avait pas un week-end, il n'y avait pas une série online. Et moi, je voyais mes amis qui n'arrêtaient pas de jouer, quoi. Mais ils sont tous burn-out, gagnants ou perdants. La plupart des gens perdants, il faut se l'avouer, hein. Mais ils ont tous passé un an devant leur écran à jouer et c'est pas du tout la vie que j'avais envie, en fait. C'est pas compliqué, hein. J'ai joué tout le confinement, tous les soirs, et en plus, ayant eu la chance de faire un ou deux gros gains avant ces trucs-là, j'ai tout joué et ça a été violent d'ailleurs émotionnellement parce que j'ai vraiment joué les plus grosses sessions possibles tous les jours pendant 2 mois et ça faisait au moins 2-3 ans que j'avais pas fait ça donc ouais oui, on a joué beaucoup. Ça se rapproche d'ailleurs à une période de series. C'est l'important dans les series. Il faut vraiment mettre de côté la théorie. Le travail sur la théorie, et envoyer un max de volume. Vaut mieux envoyer 24 tables non-stop, jouer le maximum de tournois, quitte à perdre de levée, à moins bien jouer. En fait, il faut accepter de jouer big game dans ces situations-là parce que le fait de lancer plus de tables, sur le long terme, va juste te rapporter plus d'argent. C'est mauvais, en fait, si c'est ta stratégie de base quand tu joues, puisque tu ne pourras pas progresser. Mais pendant des courtes périodes comme ça, c'est très important d'accepter de jouer son big game et d'accepter de lancer beaucoup de tables, de mal jouer. Et en fait, les tables sont tellement juteuses, les parties sont tellement juteuses qu'il faut arriver dans le maximum de parties. Même ton big game gagnera dans ces tournois-là. Je pense que ça a changé des choses pendant la période, mais je pense pas que ça a changé les choses pour le poker en général. Si, il y a eu un peu l'explosion un peu de Twitch, tout ça quand même. Si, ça effectivement, ça a fait évoluer au moins ça. Tout de suite, effectivement, les gens étaient chez eux et les audiences ont augmenté, quoi, se sont décuplées. Je pense que beaucoup de gens se sont mis après avoir fini tout Netflix, à venir sur Twitch, ont découvert Twitch durant ce premier confinement. Les audiences globales de Twitch ont explosé et pas uniquement du poker. Du coup, alors je me le suis pas dit vraiment, mais je l'ai senti et je me suis mis à streamer beaucoup plus. Moi, je pense qu'il y a eu plus de streamers parce que socialement, si tu veux, t'avais moins d'interaction avec les gens puisque tu sortais moins. Donc, le fait d'interagir avec sa communauté permettait de combler un manque social. Donc, je pense que ça a aidé à populariser le poker encore plus. Je crois pas qu'on ait attendu la crise très clairement pour prendre cette voie-là. Ça fait un moment, nous, de toute façon, qu'on pense que sur Twitch, il y a quand même beaucoup de choses à faire, que c'est un peu le futur pour pas mal de choses. On a notre TV maintenant, notre Wina TV, et on n'a pas attendu la crise pour se rapprocher de streamers, pour créer Stream Gang. C'est peut-être que la crise a accéléré un peu le phénomène, mais globalement, on avait déjà pensé à tout ça avant. Durant le confinement, on voit que nos chiffres de Twitch explosent parce qu'effectivement, on est présent quotidiennement avec l'ensemble de l'équipe de nos joueurs. Et du coup, on en profite. On essaye de donner un maximum de contenu. On voit que ça marche. On voit qu'on commence à avoir une grosse affluence, une grosse communauté. Donc, du coup, on en profite. On fait plein de petits projets et c'était vraiment sympa ce moment-là. Ça, c'était aussi un point positif lié à l'impact du Covid. Et en plus de ça, légèrement après, je me retrouve à faire ma table finale de mon plus gros tournoi, la plus grosse performance de ma carrière, où j'ai récupéré un titre et un record du monde. Et effectivement, c'était assez particulier parce que
Normalement, je suis pas censé justement le faire sur le Twitch. C'est une grosse prise de risque parce que l'impact au niveau de la capacité à performer est fortement compromise. Beaucoup de personnes m'ont très fortement conseillé de pas le faire et je me suis dit allez, c'est parti, on fait le challenge, on tente. On va essayer de partager ça avec un maximum de gens parce que effectivement, les joueurs de poker, c'est un petit peu quand même un rêve, un aboutissement de pouvoir faire des grosses performances comme celle-ci avec un titre qui est vraiment très parlant. Et du coup, j'avais envie de profiter et de le partager aussi avec la communauté qu'on avait construite de par le fait qu'on était très souvent sur Twitch depuis plusieurs mois. Très rapidement, je triple, quadruple mon audience, quelque chose comme ça, je pense. Et tout ça, ça me pousse à continuer, quoi, quelque part. Ça me pousse à en faire toujours plus. Et je me souviens de certaines semaines durant le premier confinement où j'ai dû streamer 5 fois dans la semaine. Et ça m'est jamais arrivé parce que alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis un streamer, je stream quand j'ai envie, faut pas me forcer et mais à ce moment-là, je me forçais tout seul quelque part. Enfin voilà, je le faisais. Ouais, durant ce premier confinement, ce qui m'a marqué forcément, c'était ma plus grosse perf online. J'ai fait 2e du 4 million event, qui a été il me semble, le plus gros tournoi français online jamais réalisé. Voilà, j'ai fait 2e pour presque 300 000 euros et forcément, c'est des souvenirs qui restent absolument gravés dans ma mémoire. Et la deuxième des choses, c'était une sorte la première fois aussi que je faisais des actions pour la charité, puisqu'il y avait une initiative du CP avec Salette, où on reversait une assez bonne partie de nos gains. Et voilà, j'avais réussi à lever à gagner assez d'argent pour reverser plus de 50 000 euros, je crois, à des assos. Donc, c'était assez sympa de se dire, tous les jours, je vais grinder. Alors, beaucoup pour moi, certes, parce que j'avais beaucoup de part pour moi, mais aussi un petit peu pour les autres. C'est-à-dire que les premiers mois, effectivement, on en a parlé beaucoup des croupiers, comme quoi ça allait être la galère. Il y en a beaucoup de joueurs qui ont été généreux. Maintenant, on a vite été oublié par tout le monde, je pense. Que notre condition, en tout cas, a vite été oubliée. Moi, j'en entends plus parler personnellement, ni sur les réseaux, ni nulle part. J'entends plus parler. Oh, les pauvres croupiers. Non, je pense qu'on a vite été oublié, vite zappé. Mais bon. Nous sommes en guerre. Moi, je venais de rentrer du Mexique. J'étais en vacances au Mexique. Je suis rentré. Il y avait pas encore les masques dans les aéroports. Je suis rentré, donc j'habite à Malte depuis 2012. Du coup, je suis rentré à Malte. Et écoute, j'ai même pas eu le temps de réaliser tout ça. Que j'avais déjà le Covid. Donc, si tu veux, je l'ai chopé là. Je l'ai attrapé tout au début et à ce moment-là, tu avais même du mal à avoir les urgences. On appelle, ils avaient mis un numéro exprès, on appelle, saturé. C'était au mois de mars, la première fois. Au début de ce Covid, en fin de compte. Et là, en fin de compte, je fais un système, on appelle les pompiers. Et le pompier, pour t'emmener à l'hôpital, devait avoir un médecin du SAMU. Et donc, t'es prioritaire ou pas prioritaire. Et quand ils sont chez moi, donc je suis pas bien, et il me dit, est-ce qu'il a d'autres pathologies? Et le pompier, il dit, écoutez, il a du surpoids, du diabète et un peu de tension. Et là, le type de SAMU, il a fait non, emmenez-le de suite, celui-là. Pour synthétiser, le Covid me frappe à la 3e vague. Donc, je me frappe le variant anglais, donc le Covid variant anglais, qui attaque mon poumon gauche. Voilà, en 48 heures, mon état s'aggrave. D'accord. Et je suis hospitalisé durant 19 jours qui vont se transformer en 190 jours, voilà, d'hospitalisation et aussi de convalescence. Et mes poumons sont atteints entre 75 et 80%. Donc voilà, donc j'enchaîne les services entre la réanimation 4 jours qui m'a bien abîmé, mais aussi les services des maladies infectieuses où effectivement c'est une autre ambiance. Donc là, ils m'emmènent et ils me disent il y a une bonne et une mauvaise nouvelle quand ils arrivent là-bas après quelques tests. Ils me disent la mauvaise nouvelle c'est que vous avez le Covid, la bonne nouvelle c'est qu'on vous a trouvé un lit. Parce qu'on était à ce moment-là. Quand j'arrive, je suis dans une forte période. Et ensuite, lorsque je sors de cet hôpital, un peu comme un légume,
eh bien, j'enchaîne une embolie pulmonaire avec un épanchement pleural, voilà, qui me fait retarder ma convalescence avec différents protocoles d'anticoagulants très forts que je dois changer 2 fois parce que ça me donne des effets secondaires. Et avec toute la souffrance que peut avoir une inflammation du Covid lorsque notre corps réagit mal, donc perte de cheveux, des plaques, le fait qu'on ne dort pas, des douleurs atroces. Et voilà, et qu'il faut prendre son mal en patience assez durement, loin de sa famille, et patienter à se rééduquer, à pouvoir remarcher, à pouvoir récupérer l'usage du bras gauche, des jambes, de réapprendre à respirer. Enfin voilà, quoi, un peu comme si je finissais broc au niveau santé, qu'il fallait se refaire. On protège les plus faibles, on protège l'humanité dans son ensemble en faisant ce confinement et tout. C'est un mal nécessaire, quoi. Et après viendra le temps du jugement. Et oui, l'amoundir, c'était au contraire, ça ne faisait que conforter la vision que j'avais, qui était il faut faire gaffe parce que regarde, même un mec solide comme Moundir, un type costaud, il est passé près de la mort, quoi. Il avait ses poumons affectés à 60%, il pouvait plus respirer. Donc, la moindre des choses, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il faut vraiment faire gaffe. Imaginez, vous contaminez votre grand-mère, vous contaminez un vieux en allant dans la rue ou quoi, ou en faisant la teuf, vous contaminez, après vous allez contaminer les gens plus fragiles. Non, il fallait prendre les bonnes décisions et faire un peu gaffe. D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante à ce propos, où tu sais, à un moment donné, c'était un peu confiné. J'avais quand même fait une soirée, j'avais mis des stories, tu sais, en mode un peu bravade en disant nous on fait quand même des soirées. Et là j'ai un infirmier qui m'avait envoyé un message et qui m'avait dit mec t'es trop con mec, tu vas te contaminer, après tu vas les contaminer les plus faibles et tout. Et j'avais reçu, et il m'a dit moi je suis sur le pont depuis 6 mois à travailler 6 jours par semaine et je suis complètement crevé et toi tu te permets de faire ça. Et en fait ça a résonné en moi, je me suis dit putain mais t'es trop con. Et du coup après j'ai complètement arrêté, quoi, et j'ai essayé d'être le plus sérieux possible. Celui qui dit n'a pas eu peur de Covid, je ne peux pas y croire. Ça peut réveiller aussi des consciences qui sont un peu dans l'interrogation, et ce qu'on peut comprendre sur le recul qu'ils ont sur le Covid, ou bien lorsqu'il y a des gens qui se disent moi je suis intouchable, ou alors non mais le Covid c'est juste une grippe. Alors je peux dire que le Covid c'est tout sauf une grippe. Alors j'ai raconté une petite anecdote qui n'est pas jolie parce que je suis considéré comme ayant une grande gueule. Et le 2e ou le 3e soir, je vais un petit peu mieux. Et je me mets à regarder la télé, une chaîne, je peux même pas dire quelle chaîne c'est, j'en sais rien, W9, je sais plus la chaîne ce que c'est. Et c'est sur l'Italie. Et c'est parce qu'ils ont pas assez de cercueils, parce que les gens, ils sont en train de mourir du Covid. Et ils sont dans des lits comme moi. Moi, je vois ça et là, je pète les plombs. Je fais une petite déprime, je suis pas bien. Et j'appelle l'infirmière, je dis écoutez, je vais pas bien. Elle fait venir le docteur, parce que dans nos métiers à nous, on a tout dans les clients. Et donc, j'avais un médecin qui venait jouer au poker et qui était venu me voir. Et qui me dit écoute je vais te donner un petit cachet, et je lui dis non, je suis pas trop pour ça parce que j'aime pas tout, parce que ça j'ai toujours été un peu contre ça. Il me dit tu prends juste un petit cachet ce soir et on verra demain. Et il me prend un petit cachet qui a dû m'endormir, et le lendemain matin à 10h du matin il y a le téléphone qui sonne et bonjour c'est l'infirmière, je vous passe la psy. Je dis non écoutez tout va bien, j'en ai pas besoin. Voilà. Et après au bout de la semaine mais tu penses à ta famille, parce que quand tu as des enfants qui est mon cas, tu penses à ta femme, tu penses à tout ce que tu as créé. Tu penses pas trop au travail à ce moment-là, faut pas mentir. Tu penses à tes proches et tu dis merde, tu as 57 ans, j'ai pas envie de rester là-dessus, quoi. J'ai pas le droit. Ma seule hantise aujourd'hui, c'est de ne pas retomber malade comme je l'étais, parce que je pense que j'y resterai. Nous sommes en guerre. Nous, on a été en retard sur beaucoup de choses, les masques, le vaccin. Quand je vois Buzyn, qui l'OMS est en train d'alerter ce qui se passe à Wuhan, je me souviens en janvier, elle dit non, l'arrivée du virus en France est modérée. Tu te dis putain, si il y a une attaque nucléaire, c'est la même équipe. Enfin, tu te dis c'est d'une violence inouïe, quoi. C'est en fait, c'est-à-dire en plus elle abandonne son poste pour aller se prendre une tôle à la mairie de Paris. Enfin, normalement, c'est cour martiale, normalement. Bon, l'autre, elle est en Suisse, ça va, tout va bien pour elle, etc. Tu te dis, mais non, tu sais rien, en fait, quoi. Et plus tu sais rien, plus tu regardes les réseaux sociaux, et plus tu sais encore moins, en fait, quoi. Parce que, comme tout le monde est devenu tout bib, tu vois, tu sais encore moins de choses, quoi. Au bout du 2e ou 3e mois, ça veut dire que c'était l'année dernière, au mois de mai-juin, je me suis rendu compte qu'on n'était pas sorti de l'affaire avant
au moins 2 ans. En mai, les casinos n'ouvrent pas, ils ouvrent début juin, en tout cas, ou fin mai, ou début juin, les clubs aussi. Il n'y a pas de tournoi de programmé, ils savent pas ce qui va se passer en septembre en tournoi, donc là tu t'inquiètes, tu dis ouais, bon, on en aura pour quelques mois. Malte décide de réouvrir les aéroports au 1er juillet, et moi qui suis un peu j'ai la bougeotte, hein, j'arrive pas à rester en place plus de 2 mois dans un même endroit, j'ai l'impression, depuis longtemps, et merci au poker parce que ça permet de voyager, et c'est voilà. Et le live avait réouvert dans certains pays. Donc, je suis allé directement à Vienne. C'était pas des grosses parties, mais rien que le fait de toucher des cartes, de rejouer, enfin, c'était ultra bien. Donc, je suis allé jouer en 5-10. C'était même pas très cher, si tu veux, par rapport aux limites que je joue, mais voilà, c'était le kiff de rejouer, de sortir. En juin, on se dit que ça y est, tout va réouvrir, que ça va redevenir normal. Juillet, tout ça. On pense que c'est fini. Juin, juillet, on pense que ça y est, c'est derrière nous. Donc, vraiment, je vois rien venir. Et on est pas mal à rien voir venir. D'ailleurs, moi, mes discussions reprennent assez naturellement et de façon optimiste avec mes contacts. Donc, ça reprend, voilà, doucement, mais c'est ce qui est prévu. Et on pense que à la rentrée de septembre, tout sera plus ou moins normal, avec évidemment des pertes, etc. Une période compliquée à gérer, mais ça y est, ça repart. C'est très difficile et c'est très compliqué parce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que nous avons perdu 40% de notre chiffre d'affaires, même actuellement, même quand on fait le plein, on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires et on a augmenté nos frais de 40%. Parce que c'est une chose de travailler à 9 par table et c'est une chose de travailler à 6. Donc, on doit mettre plus de tables à la disponibilité des joueurs, ce qui fait qu'il faut avoir plus de chambres, tout est en plus. Voilà. On pensait avoir vécu une expérience, mais qui était déjà passée. Et on ne se doutait pas, et ça, franchement, je n'aurais jamais imaginé que la deuxième période allait être beaucoup plus dure. Et quand je comprends ça, je me dis que, bah là, vraiment, on est rentré dans la nuit. On pensait que la première fois, c'était un fait exceptionnel. Et là, quelques mois après, ça a un effet redondant. Donc, on se dit déjà, est-ce que ce sera la deuxième et la dernière, ou il y aura encore une troisième, une quatrième, et voilà. Donc, oui, parce qu'on démarre une période où on ne connaît pas la fin. Je me dis, on est parti pour longtemps. Depuis cette journée, je sais pas combien de fois on a refait notre plan, que ce soit online, live, le plan global d'animation, de promotion. On a fait 150 versions. Alors tu fais des réunions avec ton équipe, comme j'ai fait avec mon équipe, et j'ai dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et tout le monde, d'un commun accord, on avait tous la même idée, on continue de sortir. Oui, mais alors j'aurais dit, bon là, financièrement, ça va être plus dur parce qu'on va sortir flat maintenant. Donc on travaille pour la gloire et toute mon équipe a dit non, on travaille pas pour la gloire et moi aussi, on travaille pour notre lectorat. Et puis on va leur fournir quand même de quoi lire, c'est sympa. Aussi bien sur Internet que sur la version print. Donc on est sorti tous les mois. Sans discontinuer, et je pense qu'on a bien fait parce que quand tu arrêtes de sortir, t'envoies des mauvais signaux quand même. Tu te dis, tu te dis t'es fragile, ce qui n'est pas le cas du tout. Et puis 2, tu te dis, tu respectes pas tes abonnés, tu respectes pas ton lectorat qui te suit depuis 15 ans, ça se fait pas. Je trouve que ça ne se fait pas. Alors, deuxième confinement, et la suite, je le vis à la fois avec anxiété, parce que, là, on sait plus combien de temps ça va durer, et à la fois avec légèreté, parce que, d'abord parce que je suis pas là. Dès que le confinement est annoncé, je prends un avion et je vais me poser à Lisbonne de longues semaines. Et donc, je le vis pas, le confinement. Je le vis là-bas où il y en a pas. Donc, je suis allé dans les pays de l'Est, là où c'était ouvert. Donc, j'ai suivi, si tu veux, l'avantage du poker, c'est que ça me permet de vraiment me déplacer où je veux, de savoir que je peux bosser d'où je veux, que ce soit en ligne ou en live, parce que j'ai juste à aller dans les pays où la règle est la moins stricte et où les casinos sont ouverts. Donc, j'ai juste à suivre un petit peu et m'éloigner, si tu veux, des grosses foyers à cas. Et en fait, d'être tout le temps
Et c'est ce qui s'est passé sur la dernière année et demie. J'étais tout le temps, à part les 3 premiers mois de confinement, où c'était pour tout le monde pareil, j'étais tout le temps dans un pays où c'était libre, où c'était quasiment libre. Il y a même des pays, j'étais en octobre, il n'y avait pas de masque. À Vienne, je crois, je me rappelle, voilà, septembre ou octobre, alors qu'il y avait des masques dans tous les autres pays, pas de masque dans les supermarchés, dans les trucs. Bon, après, voilà, c'est le choix du pays à ce moment-là. Donc moi, je respectais les règles en vigueur de chaque pays, mais j'allais tout le temps dans les pays où c'était le plus libre possible et où je pouvais jouer au poker. On revenait d'un été, on arrive dans un hiver qui s'annonce un peu glacial, d'un point de vue temps, d'un point de vue moral, et on sent que ça va frapper pendant au moins 5 mois. On sent, quand on nous dit qu'on va confiner pendant 1 mois, on sait que l'hiver finit en mars, donc on va pas nous la faire à l'envers, et on sait que le virus est arrivé en mars de l'année d'avant. Donc on se doutait bien inconsciemment que ça allait durer pas mal de temps. Donc ça a été dur parce qu'on remet une couche, et puis on a peur parce qu'on se dit une fois c'est bien, mais 2 fois ça peut être 100 fois du coup. On commence quelque part à s'habituer au truc, je pense, tu vois. Au départ, dans le premier confinement, je pense qu'il y avait la nouveauté, la peur, la crainte, on sait pas, tu vois, du jour au lendemain, on me dit, enfin, on n'a jamais vécu ça. Et cette période va être très longue. Parce que on a déjà parlé d'ouverture dans le courant du mois de décembre, puis ça a été un peu parlé au mois de janvier, puis voilà, et puis on a réouvert simplement au mois de mai, et le club ici à Paris au mois de juin. Donc c'était quand même une période qui a été très longue. J'avais déjà aucune idée que ça pouvait s'arrêter comme ça. Même si effectivement je suis dans l'événementiel et c'est vrai que c'est quelque chose de précaire et que c'est pas. Mais comme j'enchaînais tout et j'ai jamais eu de soucis pour trouver des contrats, jamais j'aurais pu imaginer me retrouver sans rien du jour au lendemain comme ça quoi. Ça c'est une des choses que j'ai vraiment retenu, on va dire, au cours de cette dernière année. Les gens se lassent, je sais pas, peut-être pour certains, ouais, probablement. Après, il y a peut-être une histoire de budget, parce qu'on parle quand même d'un jeu d'argent, hein. Un jeu d'argent sur lequel la plupart des joueurs sont perdants, d'accord. Donc peut-être que une partie des joueurs, tout feu, tout flamme du premier confinement, ne sachant pas combien de temps ça allait durer, se sont un petit peu brûlés les ailes, probablement d'ailleurs. Et n'ont pas souhaité continuer le truc quoi. Donc oui, il y avait moins de fréquentation, mais quand même beaucoup plus que en temps normal. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis dans le poker, qui ont vu que c'était pas si facile que ça, et qui ont arrêté. Je pense aussi qu'il y en a qui ont dépensé l'argent qu'ils devaient dépenser et maintenant ont arrêté. On l'a vu aux tables, il y avait beaucoup moins de tables. Surtout dans les high stakes. Quand tu es un joueur du online, tu as tellement d'offres que tu as envie de te challenger et tu fonces. Et c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'énergie, plus qu'ils n'en avaient, et je le sentais, dans tous les tournois. Et j'ai coaché quelques joueurs, j'ai stacké quelques joueurs, et j'avais mal pour eux en fait. Parce que je leur disais de freiner, de lever le pied, parce qu'il y avait... C'était pas humain en fait de jouer jusqu'à 4 heures du matin, 4-5 jours par semaine, et c'est très dur. Donc je leur disais de lever le pied, de prendre un peu de recul et voilà. Et c'est vrai que c'est le poker ou du bout des doigts, c'est 24/24. Donc il faut savoir gérer ce temps. Alors, la fin du deuxième confinement, figure-toi que c'est une période extrêmement stressante pour moi, parce que vois-tu, je sors un deuxième roman. Alors, autant le premier, il y a eu le cafouillage du premier confinement, mais je suis retombé sur mes pattes. Mais me prendre un deuxième confinement à la sortie un troisième confinement, pardon, à la sortie du deuxième roman, là, c'est très très compliqué pour moi. Donc, chaque putain de jour, je suis sur mon téléphone à regarder les stats de l'évolution du Covid. Je savais tout. Les chiffres à l'unité près, je savais qui était en réanimation et tout. Je savais tout là-dessus parce que j'angoissais qu'il y ait à nouveau fermeture globale. J'aurais pas pu me le permettre. Donc c'est très égoïste, hein, je le reconnais. Mais c'est quand même un projet qui me tenait vraiment à cœur, très personnel. Et me voir s'il est pas une deuxième fois, c'était quand même très très cruel. Donc quand Macron a dit il y aura pas de confinement après Noël, puis après le jour de l'an, je me suis dit c'est bon, je vais me le prendre en mars, en pleine sortie.
Et puis finalement, on le sait, ça a été beaucoup plus tardif que ça. Les librairies sont restées ouvertes, donc moi je me suis pas senti trop concerné. Après bon, ça c'est le côté anecdotique, on va dire. Après sur le côté personnel, ça a été un peu chiant quand même. Et de 3 quoi. Nous sommes en guerre. Alors, c'est une interrogation par rapport à l'impact du Covid global dans le poker. C'est marrant, je suis justement en train de lire un livre qui parle de la capacité des humains à prédire le futur. Et tout simplement, on est un peu les pires, à savoir pour prédire ce qui va se passer. Du coup, est-ce que je me jette à l'eau et j'ai une connerie? Ce qui est indéniable, c'est que depuis 1 an et demi, il n'y a pas ou peu de tournois live. Et ça, c'est très problématique, très clairement, parce que on a tous des doutes sur la façon dont ça va reprendre. Est-ce que ça sera comme avant? Est-ce qu'il y aura autant de monde? Est-ce qu'il y aura autant d'engouement? Est-ce que les gens qui ont goûté online voudront toujours ou voudront retourner au live? L'impact que ça peut avoir, c'est essentiellement sur le live demain, la façon dont on se retrouve autour d'une table, ce qui est quand même pour moi le plus important quand le online, évidemment, ça fait partie maintenant de cette discipline, mais de temps en temps, on a tous envie de se retrouver autour d'une table, de toucher les jetons. Et est-ce que ça sera encore possible demain? Difficile de répondre à cette question. Ou en tout cas, avec autant d'engouement, on peut avoir des doutes. Personnellement, je pense que quand la crise n'existera plus, parce que j'espère qu'un jour, elle n'existera pas, ou pas de cette manière, de toute façon, je pense que le poker, il a des très grands jours devant lui. La majorité des joueurs de poker qui sont passionnés et qui jouent au poker, c'est pour le live, c'est là où on a les émotions les plus fortes. Et je verrais bien un changement radical sur le live, voire une énorme affluence, voire même un nouvel engouement, un nouveau modèle du poker. Et c'est aussi mon cas personnellement. On est tous dans l'attente de pouvoir jouer un maximum de tournois de poker live. Donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y aura un avant et après si jamais on sort pas des variants, etc., et qu'il faut rester à 4 par table, 5 par table. Là, c'est vraiment très très compliqué. Et le modèle économique du poker live, je parle évidemment, sera compromis. Parce qu'on peut pas augmenter le règle des tournois, on peut pas augmenter le règle des cash games. Cash game est réglementé en plus. Donc le modèle économique des casinos, des établissements de jeu en général, sera très difficile à trouver. Il y aura des fermetures. Déjà qu'il y en a. Donc ça va être très compliqué. Si on retrouve une situation à peu près normale, oui, il y aura des changements de propriétaires, des choses comme ça, mais fondamentalement, le poker me paraît pas être en mesure de changer. Je vois pas ce qui pourrait vraiment changer. Alors, je suis pas devin, hein. Encore une fois, ça dépendra un peu de tous ces variants, etc. Mais je pense que, comme Whiteback a dit, le poker, ça sera le poker d'avant, ça sera le monde d'avant, d'un petit peu pire, quoi. Ça sera. Mais sauf que là, le nom du poker va pas trop changer. Il y aura les World Series comme avant dans 2-3 ans. Peut-être le seul truc qui sera cool, c'est que les gens vont plus se laver les mains. Peut-être qu'on peut analyser suite à cette vie que certains pouvaient dire dans le futur on aura juste une vie virtuelle où on restera tous chez soi, on commandera à manger et on fera des apéros en conférence call, on fera tout en ligne de chez soi. Maintenant on remarque en fait après cette expérience tout revient. Donc je reviens sur un concept de nos actionnaires et de la philosophie du groupe, c'est que les entreprises qui vont être fortes dans le futur, c'est les entreprises qui vont être également sur le marché en ligne, ou la vie en ligne, et sur le marché terrestre ou la vie terrestre. Honnêtement, moi j'ai confiance. On voit que j'entends plein de gens se mettre au spin et réussir. Il y a plein de volume. Le cash game, j'y joue. Il y a plein. Si on joue sur le .com, il y a énormément d'opportunités. Il y a des gens qui jouent très haut. Il y a encore, on a vu le retour des heads-up battle qu'on n'avait pas vu depuis des années. Avant, c'était quoi? C'était sur Full Tilt qu'il y avait des heads-up battle. On voyait absolument personne. Là, il y a le retour de ces fameux heads-up battle qui sont excellents à voir. Moi, j'ai toujours foi en l'avenir. Il va falloir
peut-être changer certaines habitudes, de faire aussi attention même pour ceux qui sont vaccinés, et de croire en la vie, de croire qu'il y aura des jours meilleurs, ça existe. Si le mot miracle existe, c'est parce qu'il a été vécu. Personnellement, je crois au vaccin, donc voilà, je me suis fait vacciner et je retourne au casino. Et je reste jusqu'à 1h, 2h du matin. Pour moi, le vaccin était tellement indispensable. Et je pense que la meilleure nouvelle de tout ça, c'est que y a le monde entier qui a bossé, des labos qui ont bossé pour trouver des vaccins. Et trouver un vaccin en 1 an, ça a été absolument miraculeux. Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du vaccin, mais s'il y avait eu des vaccins il y a 100 ans, il y aurait eu beaucoup moins de morts, ou il y a 200 ans, ou il y a 300 ans, sur tellement de maladies. Et si on pouvait en trouver d'autres sur d'autres maladies, ce serait top. Et ce que m'a appris finalement ce confinement, c'est que le partage c'est important, le partage d'idées. Et ouais, il faut échanger des idées, comme disait très bien Idriss Aberkan. Une idée plus une idée fait 3 idées. Et c'est comme ça qu'on fait des projets. Et dans le poker, c'est un jeu qui est superbe. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai énormément kiffé. Mais j'ai compris que c'était un jeu chronophage et que j'allais pas en faire in fine toute ma vie, toute ma carrière, et que j'allais pas avoir que mon épanouissement personnel ne sera pas valable à 100% grâce au poker. Il va falloir que j'ai autre chose. Et ben, ce que j'ai appris de moi, je sais pas si j'ai appris quelque chose de moi, mais ce qui a changé en moi, c'est une formidable sérénité, une formidable confiance en moi. Ça peut paraître bizarre, vous allez vous dire que j'ai toujours confiance en moi et tout. Et en fait, je me suis dit que j'avais pas besoin de m'inquiéter pour plein de trucs. Voilà, donc je suis beaucoup plus serein qu'avant. Positif, c'est le temps que j'ai pu passer avec ma mère et mon fils et vraiment apprécier chaque instant au quotidien. Le fait qu'on n'ait pas été seul, qu'on ait pris tout de suite nos dispositions à comprendre ce qui allait se passer et que on n'ait pas été trop pris de court. Bon, moi j'ai une petite famille et c'était assez amusant cette période pour le coup. Bon, on n'avait jamais vécu ça. On s'est retrouvés du jour au lendemain dans un appartement. C'était plutôt sympa d'un point de vue personnel, familial, de manger tous ensemble le midi, le soir. Voilà, le télétravail avec les enfants à la maison quand il n'y avait pas d'école, c'était un peu plus compliqué, mais ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. Et voilà, et ce que ça m'a appris, mais ça, je pense que c'est un peu impensif, c'est que globalement, on s'adapte à tout, que ce soit en tant qu'homme ou même une société. Quand je vois la façon dont on a pu réagir chez Winamax, je me dis que non seulement on s'adapte, mais qu'en plus on est capable très rapidement de prendre les bonnes décisions et de mettre en place quelque chose qui soit efficace face à un tel contexte. Tous les opérateurs ont réussi à s'adapter, mais nous, au sein du PMU, au sein de la petite équipe, il y a eu une capacité dont je suis assez fier de s'adapter du jour au lendemain. Moi, cette crise, au final, m'a fait me rendre compte à quel point j'avais envie de faire de la compétition, parce que on m'a enlevé, si tu veux, la possibilité de le faire. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais vraiment très envie de faire de la compétition en termes de tournoi live. Et là, j'en suis, c'est même plus sûr et certain. J'en suis sûr et certain que mes prochaines années sont réservées à ça, et je veux être un des meilleurs Français à l'étranger, représenter la France sur les gros tournois. Et j'espère que tous mes autres collègues français qui sont ultra forts, on a vraiment un pays qui s'est développé énormément en termes de poker. À l'époque, on était des fiches. On va pas se le cacher, on était vraiment les fiches il y a quelques années. Des gros fields américains, étrangers, etc. en EPT. Le français à chaque fois quand on avait un Français qui arrivait en table finale, souvent, malheureusement, on était considérés comme des fiches. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. On a des gens de talent, des gens qui ont du niveau technique, et je pense que le poker français peut marquer les esprits à un niveau mondial, et c'était pas le cas à l'époque. Et à l'époque, on parlait tout le temps des Allemands et de ces pays-là. C'était toujours eux qui gagnaient à la fin, et là, je pense qu'il y aura de plus en plus des Français qui vont gagner à la fin. Voilà. Ça, c'est ce que je me rends compte, et en tout cas, je veux faire partie de cette histoire.
je savais que j'avais envie vraiment de revenir dans le poker. Mais là, c'est 18 mois d'attente, de réflexion, de construction quand même. Ça m'a redynamisé, ça m'a boosté, et là c'est plus une envie, là c'est voilà, faut y aller, faut y aller, il y a plein de choses à faire. Et ce que ça m'a appris, c'est que voilà, j'ai quitté le poker 4 années, et que non, c'est là que ça se passe pour moi, donc faut y aller, faut que ça reparte. Moi vraiment, ce que je retiens sur les mois qu'on vient de passer, honnêtement, c'est, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est via le poker, juste qu'il y a un loisir et une passion que beaucoup de monde peuvent avoir, la solidarité, l'entraide qu'il y a eu dans ce milieu-là au sein juste de ma petite commune, ou voire même plus. Et comme je te disais, tous ces gens qui se sont réunis autour d'une passion, qui ont échangé, qui ont discuté, pendant le confinement, on faisait des visios, on faisait des talks, juste en privé, pas forcément sur Twitch. Tout ça, à un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est génial, quoi. Et à titre personnel, je pensais pas, en tant que joueur de poker, pouvoir apporter ça à des gens un jour. Alors, c'est triste que ça arrive, au sein d'un événement un peu compliqué comme cette crise sanitaire, mais se dire qu'un joueur de poker a sa place là-dedans, moi je trouve ça bien, voilà, et je suis assez fier de ça. C'est tellement bon quand tu rebosses dans ce que tu aimes, mais pour ça on est des privilégiés, parce qu'on fait ce qu'on aime. Attention, t'as plein de gens qui vont au travail le matin et c'est dur parce qu'ils aiment pas ce qu'ils font. Nous on a cet avantage d'être dans un milieu qui est spécial, c'est le nôtre, critiqué ou pas critiqué, mais c'est notre milieu et on l'aime. Certains diront que tout ça n'est que du poker, des cartes, rien de plus. Mais le jeu est un prétexte. Ce qui nous anime, c'est l'enjeu. Le stress, la joie, la colère, la peur, l'adaptation, le travail, le plaisir et plus que tout le partage. Tous ces sentiments que nous avons connus depuis le début de cette crise. Je vous l'ai dit, le poker est riche de sa diversité. Rien n'est fini. La pandémie est encore avec nous pour les prochains mois, peut-être même les prochaines années. Rien n'est certain. Nous sommes sortis d'un long sommeil de 18 mois, et si le jour n'est pas encore levé, nous savons qu'après la nuit, il restera l'envie de nous retrouver, l'envie de s'affronter, l'envie de partager, car nous serons pour toujours des passionnés. Un jour, je t'ai dit, mais quand c'est que tu vas prendre ta retraite? Et tu m'as dit, je ne la prendrai jamais, je mourrai aux tables s'il faut le faire. Alors après 18 mois de pause à Pau, est-ce que tu penses toujours la même chose? Est-ce que tu finiras? Ouais. Il n'y a pas mieux.